Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette édition Midi Pile sur Éclair FM TV. Tout de suite, le sommaire. Invité fil rouge de cette grande édition, maître Pierre-Yves Chicot, avocat au barreau de Guadeloupe et maître de conférence à l'UA. Avec lui, nous tenterons de mieux comprendre le conflit qui affecte les communes et collectivités du département. Il nous expliquera ce que dit le droit dans cette affaire, alors que les négociations doivent reprendre demain matin au Lamentin. Cette vaste opération de police ce matin dans le quartier de Grand-Bay, au Gosier, à première vue, c'est lié au meurtre de la semaine dernière. Une dizaine de personnes ont été interpellées, affaire à suivre. La nomination de Viviane François-Julien en tant que membre du directoire du Grand Port Maritime de Guadeloupe, on l'a appris en fin de matinée, une évolution amplement méritée. La polémique sur les propos de Marine Le Pen en lien avec les Outre-mer. La présidente du Rassemblement national a fait allusion sur BFM TV hier à nos régions et au score de son parti chez nous pour se défendre d'être xénophobe. Les réactions indignées se succèdent depuis. Vous avez sans doute entendu parler de Typo Pays, cette belle initiative portée par Rachel Lolia, une Guadeloupéenne audacieuse. Des petits pots pour nos bébés avec nos produits locaux. Elle vient de lancer une campagne de financement participatif. Nous l'accueillons sur notre plateau. Honneur toujours aux dames. Gloa Sanvé, c'est la marque de chaussures pour femmes et plus largement de maroquinerie, créée il y a un peu plus de 10 ans en Guadeloupe par Corinne Thimaudan-Nabal. Derrière ce beau projet, il y avait aussi une volonté de structurer la filière cuir locale. Nous en parlerons avec elle en deuxième partie d'édition. Et puis un peu de douceur et de spiritualité dans ce monde qui en a bien besoin. Laurence Roger du groupe Radical Gospel Singles viendra nous voir également. Elle nous en dira plus sur cette passion qui est la sienne et qu'elle partage volontiers. Le gospel, une manière aussi de vivre sa foi avec davantage de ferveur. Voilà pour le sommaire de ce Midi Pile. Merci d'être avec nous. D'abord, la nomination donc, de Viviane François-Julien ce matin au directoire du Grand Port Maritime de Guadeloupe. Une belle évolution pour cette Guadeloupéenne méritante et compétente, ce dont se réjouit le MEDEF Guadeloupe et son président Bruno Blandin. Cette nomination a été officialisée ce matin lors de la réunion du conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Guadeloupe, présidé par Marilus Panchard. Marilus Panchard avec Linda Kayarsi. Un conseil de surveillance très important puisque nous avons adopté les comptes 2020 où la situation financière du Grand Port Maritime est plutôt saine malgré la crise sanitaire. C'est vrai qu'il y a eu une baisse du chiffre d'affaires, c'est vrai que notre capacité d'autofinancement est moindre, mais pour autant, nous sortons avec un excédent de plus de 3 millions, ce qui montre que l'établissement est bien géré. Au cours de ce conseil de surveillance, il y a eu des moments très forts, notamment la nomination d'un agent comptable, puisque nous avons régularisé la situation de M. Brial, qui est en fonction depuis le 1er janvier. Mais surtout, nous avons nommé 2 membres du directoire. Vous savez que depuis des années, le directoire ne fonctionnait pas de manière satisfaisante. Et sur proposition du président du directoire, M. Chalut, nous avons procédé à la nomination du directeur financier, M. Perret, mais aussi à la nomination de quelqu'un qui a toujours compté au sein de cet établissement et qui va nous donner cette lisibilité, notamment pour permettre au Grand Port de mieux travailler avec les partenaires institutionnels, que ce soit le maire de Pointe-à-Pitre, la communauté Cap Excellence, la mairie de Baie-Mahault, et puis en général, tous les maires qui sont concernés, la région Guadeloupe, nous avons fait le choix, effectivement, de retenir la proposition concernant Madame François-Julien, qui va être membre de ce directoire. Vous savez qu'elle exerce au sein de cet établissement depuis plus de 40 ans et c'est une façon aussi de permettre cette continuité dans le bon fonctionnement de nos institutions. Voilà ce que je voulais dire. Ajouter aussi que nous avons eu un débat très intéressant, notamment sur le fait qu'il faut peut-être réorienter le port nouvelle génération par rapport à l'évolution notamment du transport des marchandises, par rapport au fait qu'il y a une opportunité à saisir en termes de rénovation des bateaux, toute l'activité navale, et qu'à ce titre, il y a des options différentes qu'il faut prendre. Donc nous avons décidé de clôturer le port nouvelle génération et d'en faire
un nouveau, prenant en compte les propositions d'aménagement et les orientations définies par les collectivités, parce qu'un port doit aussi s'inscrire dans le développement économique. Donc la réparation navale est quelque chose de très important à prendre en compte, même si on sait qu'il faut maintenir l'activité croisière et qu'il faut regarder aussi au niveau du transbordement, puisque l'activité se développe et que les chiffres de janvier 2021 sont exceptionnels. On a une augmentation de plus de 30% du transport des marchandises. Ce chiffre ne va pas rester comme cela pendant toute l'année, mais ça montre que le Grand Port est dans une dynamique très forte. Et puis nous avons aussi parlé beaucoup de la nouvelle concession de la Marina. Donc très clairement, il y a une volonté aussi de faire quoi? De présenter les activités du port, notamment au travers du plan de relance. On a eu un échange fructueux avec le préfet. Il y a 4 opérations qui sont prévues. Les marchés sont en cours, les opérations vont démarrer, ce qui permet aussi de rassurer le monde de l'entreprise, de rassurer tous les partenaires que le port contribue effectivement à cette relance dans cette période particulièrement difficile sur le plan économique. Voilà donc pour les propos de Marie-Luce Panchard en sa qualité de présidente du conseil de surveillance du Grand Port maritime de Guadeloupe. Elle répondait aux questions de Linda Kayarsi. L'actualité sociale avec donc le conflit des communes qui se poursuit, déjà près de 3 semaines de conflit, avec des négociations qui ont véritablement débuté hier à la salle des fêtes du Lamentin. Elles vont se poursuivre demain. L'UTC, UGTG et l'Association des maires discutent, c'est une bonne nouvelle. Mais pour autant, le conflit continue puisque aucune avancée notable n'a pu être observée hier à l'aune des discussions donc à la salle des fêtes du Lamentin. Nous partons tout de suite à Morne-à-l'Eau pour retrouver Aurélie Zubar. Aurélie Zubar aux côtés de Nestorius Favel, le secrétaire général de l'UTC UGTG. Oui, tout à fait. Donc des négociations avaient lieu hier entre l'Association des maires de Guadeloupe et l'UTC UGTG. Des négociations qui n'ont pas abouti puisqu'un point reste encore en suspens. Il s'agit donc de la titularisation des personnels contractuels. Les maires, eux, ont décidé d'étudier ce dossier. À mes côtés, donc, Nestorius Favel, secrétaire général de l'UGTG. Oui. Un court bilan des négociations d'hier. Oui, mais hier, ça qui n'est pas arrivé si les autres points, surtout les contractuels, nous restaient si près à la mise à jour de la carrière des agents. Et donc, ça qui est arrivé hier, c'est que dans toute matinée là, c'est ça pour dire tout ça qui est à l'entourage, qui a fait nous comprendre que revendication nous, il pas en droit, alors que nous savons très bien si nous pas bien, donc nous pas braque. Et donc, nous savons très bien si nous faisons revendication, c'est qu'elle est juste et légitime. Alors, à un moment donné, nous faisons sortir d'un concon à ça et nous menons sur un terrain de négociation. Donc, de là, nous faisons une proposition de négociation qui rentre directement dans le sens des gens travailleurs communes. Le premier point là, qui s'est mis à jour de la carrière, ils ne vont pas quitter l'État parce que c'est des gens qui n'ont plus de 20 ans de retard aussi carrière, qui sont partis à la retraite, 20 ans encore carrière, qui ne sont pas jamais organisé par rapport à ces messieurs même. Alors, nous avons une proposition là et nous consacrons délai là, c'est un peu juste, 2-3 heures de temps. Alors, ils disent, nous allons demain matin 10 heures pour nous payer, puis ils peuvent faire nous certainement contre-proposition. Mais de toute façon, nous avons dit ça, là, nous faisons une proposition telle que nous faisons, peut-être porter des petites modifications, mais nous pouvons faire une deuxième proposition. Deuxième proposition là, c'est que l'ARI là, car ils savent ça aussi, parce que nous ne pouvons pas, à chaque fois, c'est même but résultat final, aux victimes, ils ne peuvent pas reconnaître que c'est vous victimes là, mais ils ont dit encore revendication. Non, il ne peut pas supporter financièrement. Il y a quelqu'un qui dit qu'il ne peut pas supporter financièrement. Maintenant, comment nous avons rappelé que la revendication que nous posons là, nous calculons en gros, ça fait à peu près 33 € brut par agent. C'est vrai, ça peut faire 4 ans, 5 ans, d'accord. Mais ça fait au moins 33 € brut par agent par mois. Donc, même ça, il ne peut pas calculer. Il y a quelqu'un qui dit qu'il ne peut pas. Et quand il s'agit de gaspiller l'argent, monter et descendre et tout partout. Alors, justement, la situation financière des collectivités est catastrophique. Est-ce que vous pourriez revoir à la baisse vos exigences pour trouver un terrain d'entente? Mais catastrophique, c'est parole. Je dis là, pour une situation financière catastrophique, pour ne pas mettre un site à bas, il y a quelqu'un qui parle. Mais si c'est une catastrophique, c'est bien parce qu'il y a été dedans. Parce qu'on a 2 ou 3 nouveaux maires en Guadeloupe, il y a sorti arrivé. Mais nous, quoi appeler ces maires-là, ça c'est 30 ans, 40 ans politique. Il n'y a pas de maires de la région, de département.
Et donc, il faut chercher l'argent, il faut péter en banque. Mais de toute façon, si prend là, ça ne peut pas tuer. Parce qu'il n'y a ni régularisation, ni l'argent, d'accord, mais ni carrière à l'argent-là, dans différents grades. Et donc là, on prend un grade. Par rapport à d'autres grades, c'est ancienneté. Mais si pas aux dates de faire, on ne peut pas bénéficier d'ancienneté pour progresser. Ça veut dire qu'on entre à non collectivité en premier grade là, après 30-40 ans, on va venir partir, on va rester en premier grade là. Nous ne pouvons jamais accepter ça. Parce que si nous acceptons ça, c'est que nous allons cautionner la misère et le mépris aussi, surtout des parents, nous, maman, nous, papa, nous, grand-maman et grand-papa qui est un pays là. C'est nous qui travaillé pendant un certain nombre d'années. Là, ils ont viré sorti, là, ils ont viré parti à la retraite. Vraiment, des petits mounas, ils ont aidé. Fait des fois, même ils cherchent un bon à dans collectivité pour manger. Et nous, nous sommes une organisation qui marche un pays là, on va voter pour nous. Nous ne pouvons jamais accepter un budget comme ça. Parce que c'est même mounas ça, ils ont entrer justement pauvre en tant que maire, en tant que président, ils ont sorti riche. Ils ont bénéficié de tout bulletin, tout avantage à la commune. À part qu'un mandat, d'autant plus qu'il y a des 3-4 mandats, mais ils ont bénéficié de tout avantage qui n'y. Et vous, à présent, qui a goumé, pendant 30 ans, ils ont dit comme ça, non, ou pas ni droit, ils payent bao, ou peut partir comme ça. Non, jamais de la vie. Alors, un autre point concernant le port du masque à l'école primaire. Là aussi, il va falloir trouver un terrain d'entente puisque les parents demandent une réunion d'urgence avec les autorités. Non, mais si les parents organisés ont estimé qu'il y a une opposition contre le port du masque, eh bien, nous ne pouvons que souhaiter bon courage dans le combat là. Et si toutefois nous devons aussi rentrer en combat là, nous pouvons toujours participer si nous besoin de nous là. Mais ça, nous avons dit revendication à tout le monde juste. Hein. Parce qu'on a un pays qui, effectivement, nous a dit que nous ne pouvons pas confondre Guadeloupe et Pont Région en France. Nous n'y avons pas vivre, nous n'y avons pas manger, nous n'y avons pas marcher, nous n'y avons pas parler. Et quand on prend une décision qui sortit en France, ça va nous entrer là-dedans. Pourquoi? Parce que nous avons une série élue, qui parlementaire, qui président, qui maire, ils ont couché à plat devant l'État français parce qu'ils ont un mandat. Ils ont commencé comme ça. Non, nous ne pouvons pas accepter ça encore. Guadeloupe a l'effet gaoulé tous les secteurs ont des problèmes. Ce n'est pas que la collectivité, on ne parle des parents. Le BTP, ni au moins 5 mois, nous avons grève entre Sablière et Rivière-Sens et Carrière des. Donc, son paquet la santé, son paquet de problèmes qui dans le pays là, ça. Et si vous restez bon, ça veut dire qu'il y a occasionné, cautionner tout ça qui n'est. Et comme le combat là continue, demain nous nous rendez-vous, nous que présents, et semaine prochaine, si demain, nous en fonction de demain, si demain pas bon, ça veut dire que la semaine prochaine, nous faisons ça, nous n'y a fait en pays Guadeloupe, mais nous ne pouvons jamais rester comme ça à regarder nous. Parfait, merci à vous. Vous m'entendez? Voilà, donc les négociations se poursuivent demain. Pour l'heure, les grévistes sont présents sur les piquets de grève, comme ici à la mairie, devant la mairie de Morne-à-l'Eau, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Parfait. Merci à vous, Aurélie Zubar, pour ce direct depuis Morne-à-l'Eau avec Nestorius Favel, le secrétaire général donc, de l'UTC-UGTG. Avec nous donc en plateau, notre invité fil rouge, maître Pierre-Yves Chicot, avocat au barreau de Guadeloupe et maître de conférence à l'Université des Antilles. On vous a fait venir sur notre plateau, j'y arrive. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais pour rentrer dans les détails, tant soit peu, par rapport à ce conflit qui dure déjà depuis plus de 2 semaines, près de 3 semaines, pas une année sans qu'il y ait des conflits dans les communes. C'est récurrent depuis 30 ans déjà en Guadeloupe. On a l'impression que ce sont toujours les mêmes choses qui reviennent, maître. Alors, la première observation, c'est de se dire que l'organisation syndicale qui est à l'origine de cette mobilisation, je n'ai pas envie de dire le terme de conflit parce que c'est connoté, à l'origine de cette mobilisation, c'est l'UTC, l'Union des travailleurs des collectivités territoriales. Et on sait que l'axe directeur de l'action d'un syndicat, c'est de satisfaire aux revendications matérielles et morale de ses mandants. Le deuxième élément, c'est le fait que vous ayez des collectivités territoriales qui sont des collectivités publiques qui obéissent à ce qu'on appelle le droit de la fonction publique. Et dans l'intervention de M. Nestorius Favel, il a employé 2 expressions qui sont cardinales à partir du moment où on approche le droit de la fonction publique. C'est la notion de carrière et la notion d'avancement qui sont 2 notions qui constituent la pierre angulaire du droit de la fonction publique en général, que ce soit le droit de la fonction publique d'État, le droit de la fonction publique hospitalière, et pour ce qui nous concerne, le droit de la fonction publique territoriale. 3e élément, on ne peut pas contester, et au regard de la réponse qui a apporté à l'UTC-UGTG, on ne peut pas contester qu'il y a des problèmes d'avancement et de carrière dans les collectivités territoriales.
À partir du moment où on a dit ça et qu'on n'a pas envie de verser dans la polémique et qu'on a envie de se livrer une analyse la plus fine possible et la plus objective possible, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire deux choses. La première, c'est que la Guadeloupe est dans une situation de chômage, on le sait, qui est particulièrement difficile. Et les gens, les personnes dans les communes, les résidents dans les communes, considèrent que le réservoir d'emploi se trouve dans la collectivité municipale. Les gens veulent aller travailler à la mairie. Et on se dit que lorsqu'un adjoint au maire ou le maire lui-même reçoit pendant toute une après-midi un certain nombre de personnes et que sur le nombre d'entretiens vécus, qu'il y en a 95-99% où il est question d'emploi, j'imagine et je pense que ce maire-là ou cet adjoint au maire ne peut pas rester insensible à la question de l'emploi. Et donc, ce qui va se passer, ce sont des recrutements qui vont être effectués parce que le maire, qui est le chef du représentant du personnel, directeur des ressources humaines dans la collectivité territoriale, peut le faire, mais il y a aussi l'enjeu qui est financier. Et dans le même laps de temps, ces personnes qui sont embauchées au sein de la collectivité municipale peuvent constituer une clientèle potentielle ou ont constitué une clientèle potentielle. Donc il y a un certain nombre d'éléments à mettre en relation et in fine, ce qui va se produire, c'est qu'on est dans un contexte, et ça aussi il faut l'entendre, que les syndicats l'entendent, c'est que la France a décidé de faire adhérer les collectivités territoriales à ce qu'on a appelé la politique de réduction financière, la politique de réduction du déficit budgétaire de l'État. Et donc, les dotations que l'État verse aux collectivités depuis quelques années se sont réduites comme peau de chagrin. Et si je pense que les maires en face peuvent entendre la légitimité de l'avancement de carrière, peuvent reconnaître l'idée qu'il y a des problèmes de droit de la fonction publique qui se posent, ouais. Mais en face, ils posent le problème financier et se disent comment faire pour payer l'avancement de carrière. Là, on est au cœur du problème. On est au cœur du problème parce que l'avancement de carrière, ça veut dire que vous avancez dans la carrière, comme vous disiez, vous êtes première classe, mais deuxième classe, troisième classe. Ça veut dire que l'indice qui va constituer l'élément cardinal de votre rémunération va aussi augmenter. Et ça, c'est un droit. Ça, c'est un droit. Oui, tout à fait. C'est un droit, mais et la difficulté de la question, et c'est pour ça que de mobilisation, on va arriver au terme de conflit, c'est que le droit ne peut pas forcément être récompensé en raison de la situation financière qui existe. Très bien. Donc, vous pensez qu'il y aura entre guillemets, des passe-droits ? Il y aurait ou il y aura? Il y aura des passe-droits. Non, pas des passe-droits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant des années, il y a toutes les catégories C qui ont été embauchées pendant des années, qui ont évolué. Voilà. Mais ça, il faut l'entendre. Ah oui, certainement. Ça veut dire certainement qu'en termes de gestion des ressources humaines dans des collectivités territoriales, il y a un avancement pour certains agents qui s'est certainement déroulé de façon convenable et pour d'autres agents, et notamment pour des agents qui sont contractuels, donc qui ne sont pas titulaires, la gestion des carrières pourrait avoir été faite de manière carencée. Alors, ma question, Pierre-Yves Chicot, maître Pierre-Yves Chicot, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut régulariser. Oui, absolument. Et donc, il faudra régulariser, on n'a pas l'argent. Oui, il faudra trouver un modus vivendi ou ce qui est dû à l'agent contractuel ou titulaire qui a des désordres dans sa carrière soit certainement lissé sur des années. Moi, je pense que le point d'équilibre peut être là. Reconnaître qu'effectivement, il y a une reconstitution de carrière à effectuer, mais que le produit, si je peux m'exprimer ainsi, de la reconstitution de la carrière soit lissé sur quelques années pour que personne ne soit perdant. Et sur la question qui revient également très souvent du régime indemnitaire. Absolument. Alors là, c'est beaucoup plus problématique, mot que j'aime pas beaucoup, mais je le dis pour aller vite. Sur la question du régime indemnitaire, et en particulier ce qu'on appelle le RIF7, les dernières dispositions législatives et décrétales mettent en avant 3 critères. Le critère de la manière de servir, le critère de l'expertise et le critère de l'engagement. Et ce sont des critères, à la vérité, qui, au regard de la pratique, peuvent être très subjectifs. Et ça peut poser un certain nombre de problèmes. Et il faut qu'on ait
il faut le dire, soit un élu qui soit suffisamment pétri de sagesse même, pour qu'il n'y ait pas de désordre qui intervienne dans la manière de gérer le régime indemnitaire. En train de nous dire qu'il ne faut pas que la politique s'en mêle. Absolument. Oui. Et comment faire lorsque c'est le maire qui est en première ligne? Mais ça veut dire qu'il y a une concertation qu'il faut mettre en évidence. Vous avez une loi qui vient d'être votée il n'y a pas longtemps, c'est la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Et un des enjeux de la loi du 6 août 2019, c'est de favoriser la concertation et le dialogue social. Et précisément, ne pas attendre que des conflits surviennent, mais de prévenir, le cas échéant, les conflits en mettant en place à tous les instants et à tous les stades une concertation, un dialogue entre les élus et la ressource humaine. Que pensez-vous du format de la négociation qui a débuté hier? C'est assez inédit, hein, l'association des maires qui est en avant avec l'UTC-UGTG, avec le syndicat directement. Je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça veut dire qu'à un problème global, on veut apporter une réponse collective. Et on n'est plus dans la territorialisation, même si la territorialisation peut présenter des vertus. Je suis sûr que la situation de la commune de Bémao n'est évidemment pas la situation de la commune d'Anse-Bertan, de Port-Louis ou de Grandbourg, de Marie-Galante. Mais c'est intéressant que face à une organisation syndicale qui a un discours, qui a une pratique, qui a des propositions, que des collectivités territoriales de même catégorie, c'est-à-dire les communes, puissent être en mesure d'apporter une réponse et que la concertation soit globale. Je trouve que c'est une initiative extrêmement intéressante. Juridiquement, l'Association des maires de Guadeloupe a vocation à s'engager dans ce genre de négociations. Elle peut s'engager pour les autres... Non, juridiquement, l'Association des maires ne peut pas s'engager pour les collectivités territoriales prises une à une, parce que c'est une association de loi type 1901, alors qu'une collectivité publique, une collectivité territoriale, par exemple la commune de Capesterre de Marie-Galante, c'est une collectivité publique qui a une personnalité morale distincte de l'Association des maires de Guadeloupe. Mais en termes de symbolique forte, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un discours commun et convergent qui peut être tenu sur la question de la résorption de la précarité dans les collectivités municipales de Guadeloupe. Donc, et après, à charge pour chacune des communes de retourner devant leur assemblée délibérante pour entériner ce qui a été entendu, comme on le fait par exemple pour le Congrès, quand le département et la région se réunissent. C'est assez novateur, hein, de mémoire. Je ne me souviens pas qu'on ait eu ce format de négociation entre les collectivités et un syndicat. Ça veut dire que les collectivités n'ont pas le choix que de s'unir et de parler d'une seule voix. Tout à fait, mais ça veut dire aussi... Moi, j'ai envie de croire que ça veut aussi dire que ces collectivités et que ces élus qui arrivent et qui sont très critiqués parfois avec raison, sont en train de gagner en responsabilité et de se dire qu'on ne peut pas être chacun dans son coin pour répondre à des problèmes qui sont similaires, mais qu'on peut avancer de manière commune et avoir une plateforme qui est commune, qui est convergente et qui permet de ne pas avoir, comment je dirais, d'avancer en quinconce, autant que faire se peut. Très bien, vous restez avec nous bien évidemment, Maître Pierre-Yves Chicot. L'actualité nous conduit aussi à parler de Marine Le Pen. Marine Le Pen, donc présidente du Rassemblement National, donc, qui était l'invitée de BFM TV hier chez notre confrère Bruce Toussaint. Donc Marine Le Pen donc, qui a fait allusion aux Outre-mer pour se défendre d'être xénophobe. Des propos qui ont fait réagir. Quelques exemples. Quand vous voyez que je suis arrivé en tête en Outre-mer, vous vous rendez compte que ces accusations de xénophobie n'ont aucun sens, a-t-elle déclaré. Je ne suis pas raciste. Il y a des Noirs qui m'aiment bien. Ces propos et d'autres également vous ont fait bondir, Patrick Caram. Bonjour Patrick Caram. Oui, bonjour. Vous êtes le vice-président LR de la région Île-de-France. Alors, vice-président libre, le parti de Valérie Pécresse. Libre, oui, très bien. Alors, donc, vous n'avez pas du tout apprécié ces sorties de Marine Le Pen? C'est absolument intolérable. Voilà donc une femme qui drague à mort les Outre-mer, qui dit qu'elle accorde une priorité absolue aux Outre-mer, qui nous promet monts et merveilles, qui, élection après élection, engrange les fruits de son lobbying
et qui, au détour d'une interview, elle baisse la garde, son inconscient parle et elle nous relègue au rang, finalement, d'étrangers. Parce que qu'est-ce qu'elle dit? Elle n'est pas xénophobe, mais quand on parle de xénophobie, la xénophobie, c'est propre aux étrangers. Elle nous relègue au rang d'étrangers et en réalité, elle revient aux fondamentaux du Front National. Ouais, c'est un parti qui est héritier de la longue tradition de racisme et de xénophobie. Et finalement, elle se perd dans des explications dont elle seule a le secret et qui ressemblent et qui nous rappellent son débat pathétique de l'entre-deux tours de la présidentielle en mai 2017. Voilà. Alors, elle est adepte de ces naufrages intellectuels qui nous permettent de comprendre que pour elle, nos compatriotes d'outre-mer, eh bien, nous ne serons jamais des Français comme les autres et nous serons pour elle toujours considérés, pour elle et son parti, comme des étrangers. Alors, il faut condamner ça. C'est absolument inacceptable, c'est absolument irresponsable parce que ça participe à créer des divisions entre Français. Mais finalement, ça traduit le fond de la pensée de Mme Le Pen. Et ceux qui sont tentés de voter pour elle devraient le garder en tête. Et elle-même, Marine Le Pen, devrait se souvenir que son père, quand il a voulu venir en Guadeloupe, l'avion a fait le tour de l'aéroport. Cet avion n'a jamais pu atterrir sur le tarmac de l'aéroport du Rézé. Et en Martinique, eh bien, il n'a pas pu sortir de l'aéroport. Et même à Mayotte, quand il y est allé, je parle de son père, eh bien, les drapeaux du conseil départemental avaient été mis en berne à l'époque par le président Youssoufa Bamana qui avait refusé de le recevoir. Voilà. Que Marine Le Pen prenne garde. L'histoire peut avoir tendance à se répéter quand on manque de respect comme ça aux Français d'outre-mer et à nos outre-mer. Lui enlever néanmoins les scores que réalise le Rassemblement national dans notre département et dans les outre-mer en général. Non, mais dans nos départements, Guadeloupe et Martinique, les scores sont plutôt faibles. Dans les autres territoires d'outre-mer, et elle joue et elle surfe sur, effectivement, par exemple en Guyane ou à Mayotte, sur la question de l'immigration. En Nouvelle-Calédonie, elle surfe sur le mouvement loyaliste qui ne veut pas de l'indépendance. Bref, elle a toujours un discours adapté aux populations qu'elle drague à mort. Il faut simplement l'avoir en tête et au moment des élections, ne pas l'oublier. Moi, j'appelle un sursaut républicain. Marine Le Pen n'est pas persona grata chez nous. Elle n'est pas chez elle, chez nous. Elle doit être absolument tenue pour comptable à la fois de ce qu'elle dit et de ce qu'elle pense et de ce que disent aussi. Quand vous les écoutez, la petite musique des gens de son parti, il faut être très attentif à toute la petite musique qu'il déploie et qu'on peut entendre, parce que quand on est loin, on ne se rend pas compte que finalement, ça peut représenter un danger lorsqu'on n'est pas de la bonne couleur, lorsqu'on n'est pas de la bonne origine. Ça peut représenter un danger qu'un parti comme ça arrive au pouvoir en France. Oui. Dites-moi, Patrick Caram, est-ce que cette réaction, hein, on l'a vu depuis hier, Gérald Darmanin, on a lu plutôt le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, qui a tweeté également, tout le monde se bouge. Est-ce que tout ça n'est pas à mettre en relation avec les derniers sondages qui placent Marine Le Pen assez haut, quand même, par rapport à la droite républicaine? On dit en pas macroniste. Ça n'a pas qu'à échapper qu'en pas macroniste. En cas de travailler avec Pécresse. Et excusez-moi, mais parce que sondage aille haut, faut pas nous dénoncer ça qu'a dit. Faut nous fermer bouche en nous et faut nous laisser comme l'a fait et dit ça y va. Non. Moi, je considère que c'est responsabilité à tout le monde, à la fois aux élus, mais aussi aux associations et à la population. C'est responsabilité en nous réagir et pas laisser comme l'a dit et faire n'importe qui bitin avec nous. C'est responsabilité première en nous, aux élus en particulier, mais à tout le monde de bouger si ça. Excusez-moi, mais est-ce qu'on se casse songer qu'à l'époque de Jean-Marie Le Pen, c'est la population qui a bougé en Guadeloupe, pas les élus, ces peuples-là qui étaient sur tarmac là, en disant Jean-Marie Le Pen, ou péqué descendre, ou péqué atterrir à Rézé. Et même bité en Martinique, c'est le peuple qui était dehors, qui attend Le Pen,
pour voir si qu'a osé sortir. Et si qu'il y a idée à rencontrer nous. En pas vrai pour qui bitin, nous qui restés là, qui attendent, ça y a dit, ça y a fait. Faut nous dénoncer et faut nous systématiquement être vigilants. Là, il a sorti, là, il a fait des sorties comme ça, qui a concerné nous. C'est quand même assez intolérable. Et merci aux journalistes. Encore remercie on éclairage si bitin à ça. Parce que si on pas parler de ça, eh bien, c'est Guadeloupéens là, c'est Martiniquais là, c'est Français d'outre-mer, ils ont piqué au courant des Saïdis. Donc, faut en parler de ça. Et à Kadio, grand merci pour ça. Très bien. Merci à vous, Patrick Karam, d'avoir répondu en direct à nos questions. Votre qualité de vice-président libre de la région Île-de-France. Merci, Patrick Karam. On vous précise également que nous avons évidemment souhaité joindre Rodi Tolassi, le délégué départemental du Rassemblement national en Guadeloupe. Il a décliné pour l'instant. Là, il rentre en trou avec concrabe. Mais attends. Mais si il rentre en trou avec concrabe, parce que si il a assumé ça, il y a un vrai problème là. Il y a un problème de présence et de légitimité à parler si l'outre-mer et si la Guadeloupe en particulier. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Il a tout simplement estimé qu'il devait prendre du recul par rapport à ces déclarations et qu'il n'y avait pas lieu de réagir ou de surréagir. Non, excusez-moi. Non. Là, il ne faut pas nous tourner autour du pot. L'agnon butin grave qui fait, il prend recul, mais moi, en cas estimé que recul là, il prend, c'est prendre recul avec Parti Aïe, Rassemblement National. C'est démissionner de Parti Aïe. Si ni honneur, si ni anti-boin honneur et bon sens, il y a en terre en eau, il y a en Guadeloupe, et tous ces délégués de Marine Le Pen en Outre-mer, s'il y a ni quelque honneur que ce soit, faut y prendre distance avec Parti Ayo. Et faut y démissionner pour dire Marine Le Pen qu'elle ne peut pas accepter ça. Et qu'elle n'y peut pas fait encore. Et que tout ça qu'a fait comme ça, qui est sanctionné. Merci à vous cette fois d'avoir répondu en direct à nos questions. Pierre-Yves Chicot, oui c'est vrai, vous êtes notre invité fil rouge. On est là pour parler du conflit des communes, du mouvement des communes si vous préférez. Mais on aurait aimé vous entendre également sur cette actualité et sur les propos qui viennent d'être tenus, notamment par Patrick Karam. Oui, j'ai plusieurs observations à formuler. La première, c'est une très vieille anecdote. Je me souviens quand j'étais gamin, que vous vous souvenez de ça, il y avait une émission, Le Petit Théâtre de Bouvard, dans les années 80, et il y avait le conflit en Nouvelle-Calédonie qui survenait, et la blague du sketch, c'est que les Kanaks, ils sont français chez eux, mais ils ne sont pas français chez nous. Et à l'époque, c'est pas quelqu'un du Front National ou du Rassemblement National, nouvelle formule du Front National qui avait dit ça. Tout ça pour dire que la question du distinguo du citoyen, parce qu'en droit, le citoyen, la citoyenneté est rattachée à la nationalité. Vous êtes citoyen parce que vous êtes un national. Et en France, en dépit de la Constitution que nous avons qui consacre le principe d'égalité, vous avez à l'épreuve de la pratique, à l'intérieur de la communauté nationale, un distinguo qui est fait entre les Français d'origine hexagonale. On en vient même à accepter dans le vocabulaire l'expression qui consiste à dire qu'il y a des Français de souche. À telle enseigne que j'ai fait un néologisme pour dire qu'il y a des Français souchiens et des Français non souchiens. Et ça voudrait dire que les Guadeloupéens sont des Français non souchiens. C'est vrai que c'est grave et interpellatif ce qu'a dit Marine Le Pen, mais ce que je trouve d'autant plus grave, c'est que dans les partis classiques de gouvernement, vous avez des propos similaires qui sont tenus. Je vous rappelle que Madame Rossignol, il y a quelque temps, sous la présidence de François Hollande, s'était permis de déclarer au micro d'une radio que les nègres qui étaient esclaves sur les plantations dans nos pays réclamaient ce régime de la servitude. Vous avez un ancien président de la République qui s'appelle Nicolas Sarkozy, qui a particulièrement œuvré pour faire prospérer ces idées réactionnaires, ces idées d'extrême droite, ces idées de racisme, qui avaient autour de lui des conseillers qui dînent certainement à la même table que Marine Le Pen. Je veux parler par exemple de M. Patrick Buisson, qui écrivait les discours de Nicolas Sarkozy, qui a inventé le ministère de l'Identité nationale, qui a inventé l'expression de Français d'origine étrangère. Et donc,
Ce que M. Karam est en train de dénoncer à juste titre est aussi en train de prospérer parce que les partis de gouvernement classiques se sont vautrés dans cette haine de membres de la communauté nationale que sont les personnes, non pas ultramarins, mais de France extra-hexagonale. Donc pour vous, il y a vraiment matière à polémique là? Non, il n'y a pas matière à polémique. Alors vous savez que j'aime beaucoup l'écriture. J'ai écrit il n'y a pas longtemps un texte que j'ai appelé « La culture de la dictature de la haine ». Aujourd'hui, on est dans un contexte de culture de la dictature de la haine en France. Quand vous avez un monsieur qui tous les soirs, fait la promotion de la négrophobie, je vais parler de négrophobie parce que nous sommes des nègres, qui fait et des noirs, qui fait de la promotion de la négrophobie, c'est pas Marine Le Pen qui est là à ce moment-là. Son patron, c'est Monsieur Bolloré, qui fait des affaires juteuses en Afrique. Ouais. On a un contexte et un climat. Et que dire de l'audience? De l'audience de ce rendez-vous. De l'audience. Voilà. Et mon dernier papier sur la question, c'est qui sont les séparatistes? J'éructe quand j'entends le projet de loi sur le séparatisme, et quand on regarde l'histoire et on regarde le sens des choses depuis des années, je demande qui sont les séparatistes. Et regardez ce qui est en train de se passer et qui fait polémique, c'est que Marine Le Pen ne sait même pas faire la différence entre un xénophobe et un raciste. Un xénophobe, c'est quelqu'un qui déteste les étrangers, mais qui n'est pas forcément raciste. C'est-à-dire qu'il peut détester un étranger qui est de la même couleur de peau que lui. Alors, et elle prend l'argument des ressortissants de la France extra-hexagonale pour dire je ne suis pas xénophobe, mais à la vérité, elle voudrait dire je ne suis pas raciste et je fais des scores importants. Donc c'est grave. Donc, oui, c'est grave parce que ça montre son niveau d'expression en français, parce qu'elle fait une faute de vocabulaire en confondant raciste et xénophobe. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pas la France, ça? Oui, bien sûr. Moi, ça ne m'affecte pas plus que ça, parce que déjà, à l'époque de Feu Aimé Césaire, il disait sommes-nous des Français à part entière ou des Français entièrement à part? Moi, je suis un Guadeloupéen, je suis un humain. Nous avons du talent. Je suis très heureux d'avoir en face de moi. Ah, ça manque pas. Hein. Voilà, avec beaucoup de talent. Moi, ces choses-là ne m'affectent pas. Tout le monde, c'est moun. Pas ni plus moun qui pon moun, qui pon qualité moun. À partir du moment où on sait ça, on n'a pas à s'émouvoir devant ce type de propos-là. La vie continue. C'est un épiphénomène. Très bien, merci pour votre franchise, Pierre-Yves Chicot, sur ce thème dont on n'a pas fini de parler, hein, puisque là, nous sommes partis pour un an, cette longue ligne droite vers la présidentielle, avec des sondages qui placent Marine Le Pen un peu haut quand même. Hein. Bien sûr, parce que c'est un discours qui est en train d'être édulcoré. Bien sûr. Il ne faut pas oublier que quelqu'un comme François Léotard, qui a été ministre de la Défense en France, c'est un gars qui vient d'Occident. Vous avez beaucoup de types qui ont normalisé, on va dire dans une certaine mesure, leur discours politique, mais qui viennent de l'extrême droite. Très bien. On continue. Et nous accueillons donc sur le plateau de Midi Pile Rachel Lolia. Bonjour Madame Lolia. Bonjour Monsieur Fédéric. Un plaisir de vous recevoir. Il faudra parler un petit peu plus fort. Pas de souci. Vous êtes timide. Non, du tout. Beaucoup de talent et beaucoup d'audace. C'est pour ça que nous vous avons invité pour parler de Typo-Pays. Hein, donc c'est votre beau projet de petits pots pour nos petits, pour nos bébés, avec des produits locaux. Parlez-nous de ce beau projet. Alors, le projet Typo-Pays ne se limite pas qu'à la confection de petits pots. Hein, c'est un projet qui a été initié il y a à peu près 1 an et demi, donc décembre 2019, qui a commencé par un premier volet qui est celui de l'information, donc à travers des guides qui sont des livres d'à peu près 200 pages. Aujourd'hui, on a 3 tomes. Et ces guides ont pour vocation de pouvoir rendre cette étape de la diversification alimentaire une étape relativement sereine et permettre aux familles, mais aussi aux professionnels, de pouvoir faire en conscience, en sachant à quel point cette étape est cruciale pour l'avenir des enfants, et plus spécifiquement avec les produits de chez nous, puisqu'ils ont leur intérêt, en plus de cette richesse en termes de diversité, de saveurs, de goût, etc. Oui. Alors, comment ça se décline tout ça? Donc, c'est un projet à Tiura, hein, plusieurs volets. Hein, vous avez vu très large.
Alors, au-delà de voir très large, c'est surtout rester cohérent, en fait, Ouais. et de rester dans une continuité. Donc, il y a différents niveaux de besoins, d'information, mais aussi d'accompagnement et parfois même de produits physiques. Et c'est en ce sens qu'on souhaite pouvoir répondre à ces différents besoins en ajustant les produits que nous allons proposer. Donc là, j'ai parlé des guides. Ensuite, on a un second produit qui est en cours de finalisation, qui sont les menus hebdomadaires, où là aussi, on accompagnera, mais de manière un peu plus poussée, c'est-à-dire avoir une suggestion de recettes à la semaine, une suggestion de courses, voilà, des moyens un peu plus flexibles qui permettent de passer à la pratique sans se prendre trop la tête. Et ensuite, troisième volet, c'est vraiment d'avoir le produit physique qui permet, par exemple, aux parents actifs ou aux parents qui n'ont tout simplement pas envie de prendre une autre option que celle de la facilité, de pouvoir opter pour cela, mais sans pour autant faire de compromis sur leurs valeurs. Et la partie sociale, parce que là aussi, un projet qui est finalement un projet relativement social et sociétal, et qui met en avant le paradigme de l'alimentation pour l'enfant, prévenir notamment les comportements alimentaires futurs, du coup les maladies aussi en lien. C'est vraiment de permettre de rendre ce concept-là accessible à tous pour vraiment favoriser le locavorisme auprès de l'ensemble de la population guadeloupéenne. Et vous travaillez... Et antillaise même, voire même... oui, au-delà. Oui, ouais. voilà. Et vous travaillez évidemment avec nos produits locaux. Quels sont les produits qui sont, je dirais, les plus adaptés, si on peut s'exprimer ainsi? Alors, c'est extraordinaire parce que c'est pas la première fois qu'on me pose cette question. Et en vrai, quasiment tous nos produits sont adaptés. Ça part des légumes, des fruits, mais aussi des plantes, des aromates, des épices. Tous ces produits-là ont leur fonction, leur vertu, ont leur pertinence sur dans notre biodiversité. C'est un premier rapport que j'avais pu confirmer avec une première expérience par Oka, qui parlait de plantes médicinales. Et au final, l'ensemble de nos aliments, l'ensemble de notre biodiversité joue son rôle. Et on est véritablement dans une relation d'échange, parce qu'on fait partie aussi de cette nature. Donc forcément, elle est avec un intérêt, un avantage pour notre santé. Oui. Et nos bébés, ils accueillent ça comment? Alors, avec généralement, ils sont relativement radicaux, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont goûté, c'est pas la peine d'essayer de les convaincre ou de les corrompre avec d'autres produits. Et ça, c'est génial parce qu'au final, ça démontre tout simplement que pour beaucoup, on ne passe pas au concret, on ne passe pas à la pratique par manque d'informations, parfois par préjugés, alors que les enfants, eux, ils vont droit au but, ils ont sans filtre et que clairement, quand ils connaissent les produits locaux, il n'y a pas photo, ils ne veulent pas autre chose. Voilà. Et donc, ils apprécient, et les parents aussi. Exactement, donc c'est vraiment ça, l'idée de pouvoir rendre tout cela accessible, c'est vraiment de pouvoir démontrer que c'est possible, qu'on peut bien faire en conscience et que ça a un double intérêt au-delà du côté gustatif, gourmand, etc., puisque la diversification alimentaire, ça reste quand même l'éducation au goût pour l'enfant, mais ça reste aussi une expérience de vie, une expérience où on transmet des valeurs culturelles, on transmet certains codes, et donc oui, ça doit être une aventure sereine et fun. Et il faut surfer sur la saisonnalité de nos produits. Il faut s'adapter. Incontestablement, parce que tout simplement, il faut aussi tenir compte de notre réalité de territoire, notre réalité en termes de production. Et puis aussi, l'avantage de la saisonnalité, c'est l'abondance. Donc, pourquoi faire un autre choix? Oui, s'adapter à ce qui est là. La nature, généralement, donne les réponses. Il suffit simplement d'observer. Et donc, vous lancez une campagne de financement participatif, c'est ça? Exact. Alors, cette campagne a un fort intérêt déjà de pouvoir fédérer autour du projet, de le crédibiliser, de démontrer qu'il y a un vrai besoin et donc forcément opportunité de marché, que la population guadeloupéenne se mobilise autour de ce projet parce que répond concrètement à ses besoins. Et ensuite, sur l'aspect financier, c'est que tout simplement, ça permet d'initier un certain nombre de dépenses, enfin de pouvoir couvrir un certain nombre de dépenses, mais aussi que ça serve de levier
Demain après, si on veut le présenter soit devant des investisseurs ou encore avoir une force de frappe auprès des banques, etc., d'être un argument concret, parce qu'au-delà du concept, au-delà du fantasme, entre guillemets, il y a aussi l'aspect très concret, et généralement, il se matérialise par des chiffres, tout simplement. Donc, de faire une campagne de crowdfunding pour un certain montant, de démontrer en fait l'engouement qu'il y a autour de cette campagne, et surtout les précommandes, les différents services qui ont été... parce qu'au-delà du don, il y a aussi des contreparties qui y sont associées. Donc, quand on fait un don, on a un intérêt derrière. On a aussi, au-delà de 1 000 € un avantage fiscal qui est proposé. Donc, au-delà de l'intérêt, c'est aussi la pertinence du projet et qui est... Et puis, c'est participer à un projet guadeloupéen. Et c'est participer à un projet guadeloupéen, effectivement. Donc, mais surtout que ça sert de levier et ça permet d'amorcer le projet le plus rapidement possible. Quand on vous voit, je sais pas, quand on a un beau projet comme ça, Pierre-Yves Chicot, Corinne Thimaudan aussi, vous également, qui êtes une créatrice de valeur dans le pays, on se dit, mais pourquoi la Guadeloupe, d'un seul homme, spontanément, n'a pas idée des projets comme ça? Le changement de paradigme, penser différemment, ça prend du temps. On jette une idée dans le... C'est un problème de confiance Absolument. Oui. Absolument, totalement. Parce que c'est nous, alors. Absolument, totalement. Je laisserai Pierre-Yves dire nous, absolument. Oui, absolument. C'est une conviction. Oui, tu as raison, c'est vrai, il faut être franc. Oui, tout à fait. Absolument. Tout à Moi, fait. je rebondis là-dessus quand j'ai commencé à travailler sur le projet et que j'ai sorti les premières séries de produits. Il y a des gens qui pensaient que quand ils allaient mettre la chaussure, qu'ils allaient tomber. Ou que j'allais leur jeter un sort. Ça allait jusque-là, quoi. Quand je dis mâcher en l'amour, des choses pour moi qui sont très simples, très spirituelles. C'est comme si je demandais aux gens de changer de peau alors que je ne disais pas ça. Le propos, c'est regarder ce que nous sommes capables de réaliser à partir d'une matière qu'on peut rendre homogène, une matière d'œuvre, qui est le cuir. Regardez qu'on peut aller conquérir des marchés. Il y a des gens qui sont intéressés. Qu'est-ce qu'on attend, quoi? Parce que derrière, il y a de l'espoir. Derrière, il y a des emplois. Il y a des filières à structurer. Il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est pas qu'on manque de travail, c'est que il faut l'organiser. Il faut se lâcher parce que c'est la canne, la banane, tout ça. C'est un manque de vision. Non, mais je ne vais pas m'arrêter simplement à un manque de vision, ça existe. Maintenant, il faut élargir et diversifier les activités pour continuer à consolider notre économie. On ne peut pas reposer que sur un pan. Absolument. Il faut qu'on arrive à développer des économies qui soient diversifiées, qui soient imaginatives, qui soient smart, qui soient immatérielles. Smart, c'est intelligent. Et voilà. Et je vais rebondir sur un mot de Spéronel, parce que Spéronel disait quoi? Spéronel nous disait, dans une de ses interviews, il faut passer un pays de consommateurs à un pays d'auteurs. Mais c'est compliqué. Puisqu'en même temps que nos intellectuels appellent à ce qu'on passe un pays de consommateurs, un pays d'auteurs, quand nous devenons des auteurs, si on ne joue pas de la guitare, si on n'écrit pas, ils ne comprennent pas comment nous évoluons et comment valoriser cet immatériel. Donc on est obligé de leur dire, Rachel travaille sur les petits pays, mais elle a tout un travail qu'elle fait en amont de recherche, de résumé, elle va synthétiser, elle va créer des recettes. Et ces recettes, c'est son haut de bilan, c'est son patrimoine, c'est le patrimoine de son entreprise. De la même façon que moi, à travers mes dessins et modèles, les études que nous avons faites avec le Centre technique du cuir français sur la valorisation des peaux des abattoirs, mes dessins, tout ça, c'est mon haut de bilan. Ensuite, je vais faire mon fonds de commerce. Mais ma structure de base, c'est d'abord ma façon de synthétiser les connaissances que j'ai et de les rendre concrètes. Donc nous sommes tous un petit peu dans cette démarche-là. Corinne Thimaudan Nabal, donc de Gloa 100V, belle entrée en matière. On vous retrouve d'ici quelques instants pour parler de ce beau projet donc, que vous menez depuis plus de 10 ans maintenant. Oui, Maxence Ayonge, dans le 6 mars, ça va faire 12 ans. Eh bien voilà, bon. Et on continue. Et on continue. Nous avons Jean-Marie Gobardan en ligne avec nous de Caraïbes Melonnier. Bonjour Jean-Marie Gobardan. Jean-Marie Gobardan. Oui. Oui, vous m'entendez? Parfait. Oui. Bon, on prend des nouvelles des melonniers ce midi, dans Midi Pile. Comment ça se passe pour vous? Malheureusement, les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Quand on regarde ce qui s'est passé l'année dernière, la saison dernière, et puis cette saison-là, ben, on est presque confronté aux mêmes difficultés. C'est-à-dire raréfaction et limitation du fret aérien. Le fret aérien devient plus rare et se limite parce qu'il y a la restriction sanitaire relatif au déplacement des uns et des autres, des gens d'ici et des gens d'ailleurs. Et comme on utilise, Caraïbes-Melunier utilise que des avions du trafic régulier, donc on ne fait pas d'affrètement, il n'y a pas de cargo ni quoi que ce soit, ce sont des soutes à bagages qu'on utilise et on optimise le remplissage des soutes à bagages. Et donc, eh bien, pas de passagers, pas d'avion, pas de fret. Et pas de fret, quand vous avez une production que vous faites ici et près de 20% des quantités sont destinées à être valorisées à l'extérieur, eh bien, on se retrouve dans la même situation que l'année dernière. C'est un peu dommage, mais c'est une situation qui est frustrant, qui est peinant, qui va accroître encore la difficulté du paysan à pouvoir vivre de ce qu'il fait. Déjà que nos paysans ont vit de manière, comment on dirait, en dents de scie de notre activité professionnelle, bien là, c'est presque le coup de grâce qui nous est donné. Jean-Marie Gaubardan, oui. Jean-Marie Gaubardan ? Oui. Oui. Donc vous avez des melons qui vous restent sous les bras, quoi. Voilà. Les melons restent sur place. Si vous voulez, les melons qui sont destinés à être vendus ailleurs, plus ceux qui sont destinés à être vendus ici, c'est les mêmes melons, se cumulent sur nos bois et à nous, soit de les jeter, de les donner ou alors d'essayer de les vendre. On les vend le carton de melon, ce qui ne se fait nulle part ailleurs sur la planète. On vend des cartons à un prix forfaitaire de 10 €. Le melon, je le rappelle, se vend au kilo. Se négocie au kilo, se vend au kilo, se traite au kilo. Mais quand vous êtes dans une situation comme celle-là, une situation tendue, de détresse, vous liquidez le melon et un maximum de melon tant qu'il est bon à être apprécié, à être dégusté, à être consommé. Je profite de votre antenne, M. Fenderi, pour remercier très chaleureusement au nom de Caraïbes-Melunier et au nom des agriculteurs, au nom de tous les paysans qui font du melon au sein de Caraïbes-Melunier, remercier les consommateurs guadeloupéens parce que ces gens-là auraient pu dire j'achète des pâtes, j'achète du riz, j'achète du pain, le melon après j'en mange ou j'en mange pas. C'est pas ça qui fait la différence. Mais je pense que les gens ont bien compris ce qui fait la différence pour le paysan, c'est leur action, leur volonté d'acheter ce qui est consommé ici et les paysans qui produisent ça se retrouvent dans une situation difficile. Donc, c'est une marque de solidarité et de confiance. Je les remercie chaleureusement. Je les salue. Je sais que la situation, de manière générale, est difficile. Elle est difficile pour tout le monde. Il n'y a pas que les paysans qui crient au loup. C'est tout le monde qui se retrouve dans une situation économique difficile avec des conséquences sociales qui sont presque catastrophiques. Et voilà. Donc ça veut dire que comme l'an dernier, vous attendez des collectivités qu'elles vous aident et qu'elles affrètent des avions, c'est ça ? Oula. La question vous savez, je vais être franc, au risque de se faire aimer ou de ne pas se faire aimer, mais le but n'est pas celui-là. Il ne s'agit pas d'avoir un discours pour être aimé ou être insulté, être haï. C'est pas ça le but. Les collectivités publiques, eh bien, je dis presque, parlons-en des collectivités publiques. Les collectivités publiques, vous avez vu, M. Fenderi, ce qu'on qualifie d'argent public,
Vous me parlez des collectivités publiques pour aider une corporation. Donc, certains professionnels qui font certaines choses, et ces choses-là, on peut les valoriser difficilement. Donc, systématiquement, on s'adresse à la puissance publique quand on est dans cette situation-là. La puissance publique aujourd'hui, soit elle est malhonnête, soit elle n'est pas qualifiée du tout pour gérer les deniers publics, l'argent public, la ressource publique. La masse humaine publique. Je parle là des salariés du public. Ces gens-là, à mon avis, et je suis peut-être mal placé pour le dire, à mon avis, ces gens-là sont en train d'attendre, de réclamer, dans une situation de crise où ils se trouvent, ils sont en train de réclamer des choses que la puissance publique est presque incapable de satisfaire. Alors, s'ils entendent la détresse des producteurs de melons, s'ils entendent la détresse de Caraïbes meloniers, s'ils entendent la détresse des paysans et des agriculteurs de ce pays-là, eh bien, je m'agenouille et je les salue bien bas. Et c'est tout à leur honneur, hein. C'est tout à leur honneur. Mais voilà, la situation, elle est difficile. Et vous tenez bon, et en attendant, vous faites en sorte d'écouler votre production comme vous pouvez, on l'a bien compris. Exactement. Dans les ventes flash que nous faisons, à Basse-Terre, ailleurs, à Pointe-à-Pitre, etc., nous les faisons comme ça. Vous savez, on tient bon. Vous avez tout à fait raison, vous avez trouvé le discours juste, on tient bon. C'est le propre d'un paysan. Un paysan doit tenir bon. Quand le paysan disparaît, c'est le pays qui disparaît. C'est le socle qui disparaît. Quand les premières briques qui sont à la base de la pyramide disparaissent, ben, le pyramidon, attendez-vous à ce qui va tomber aussi. Hein. Le pyramidon existe grâce aux premières briques qui constituent la fondation de la pyramide. Voilà, merci. Je vous remercie, vous êtes gentil, vous m'avez prêté l'oreille, à moi, aux paysans, à Caraïbes meloniers. Mais on est confronté à une situation de détresse. Je vous remercie. Très bien. Merci à vous Jean-Marie Gaubardan. Nous devons poursuivre. Merci en tout cas et on salue à travers vous les producteurs de melons de notre département. Nous allons partir du côté de l'espace régional au Rézé pour retrouver Linda Kayarsi. Est-ce que vous êtes en ligne, Linda Kayarsi? Donc l'espace oui, je suis... où les parents qui occupaient les lieux ont été obligés, contraints de partir. Tout à fait. Donc je me trouve juste devant l'espace régional du Rézé, où manifestement il y a encore des forces de l'ordre, mais qui partent progressivement. Donc je suis avec Mercedes Platon, une des porte-paroles du Lyonnage Poutimoun Guadeloupe, qui va nous faire un petit peu le point sur la situation. Alors Madame Mercedes Platon, que s'est-il passé ce matin à cet espace régional du Rézé? Alors, ce matin, effectivement, les maires et nous-mêmes, nous avons décidé de rester à cet espace régional dans la mesure que hier, nous avons rencontré Mme Pocha, qui n'a pas été en mesure d'apporter des précisions quant à nos demandes, mais également de mettre en place une réunion pour que nous nous rencontrions, les parents, le collectif, l'ARS, le rectorat, la préfecture, le conseil régional, le conseil départemental, pour statuer sur l'obligation du port du masque. Maintenant, par rapport à tout ce qui se passe, pourquoi notre détermination? Parce que là, on nous impose le port de masque. Certains parents ne peuvent pas, pour des mesures qu'on connaît, de santé de l'enfant, pour des problèmes de santé, etc. Mais c'est une obligation. Donc, on veut qu'on enlève ce terme obligation. Il faut l'enlever. Au moment où je vous parle, ce matin, j'ai ouï dire qu'il y a un deuxième enfant qui a fait un AVC au collège des Abîmes, qui en est décédé. Pendant qu'on était sur la manifestation, il y a un parent qui était sur la manifestation avec nous, qui a été appelé parce que son enfant a fait un malaise au collège à côté. Donc, à un moment, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Pourquoi tant d'enfants aujourd'hui font l'objet d'AVC à cet âge-là? Il y a un véritable problème.
par rapport à ce port de masque. Nous sommes dans un pays tropical où nous n'avons pas d'études de réaliser quant au port du masque dans les pays tropicaux. La chaleur ne permet pas à nos enfants aujourd'hui de garder un masque toute une journée sur le visage, même si ce masque est remplacé 2 fois. Alors, Madame Mercedes Platon, alors ce matin, il y a eu les forces de l'ordre qui sont venues à cet espace régional du Rézé. Vous étiez là depuis, je crois, hier, si je ne me trompe pas. Hier, tout à fait. Voilà, depuis avant-hier. Comment cela s'est-il passé? Est-ce que ça s'est fait dans le calme? Est-ce que ça a été violent? Comment cela s'est-il passé? Oui, nous avons quand même appelé aux manifestants à être sereins, à coopérer à cette exposition dans la mesure que, oui, c'est un bâtiment, oui, nous avons des doléances, mais quelquefois, pour se faire entendre, on est obligé de passer par la voie du blocage. Et là, c'était une minorité du peuple qui était là. Parce que s'il y avait la majorité du peuple, effectivement, on aurait pu avoir un rendez-vous immédiat et pouvoir statuer sur les problématiques de ce port de masque. Donc ça s'est relativement bien passé. Nous sommes sortis, comme ils nous l'ont demandé, de façon très pacifique et l'exposition a été saine. Alors, vous me dites à l'instant que vous alliez vous réunir avec les autres parents pour décider de la suite que vous allez donner à votre mobilisation. Tout à fait. Nous allons dans les heures à venir, les minutes à venir, pour savoir quelles sont les actions que nous devons mener pour que nous nous fassions entendre. Et je rappelle qu'il ne s'agit pas ni d'un salaire, ni d'un moyen financier. Il s'agit de la vie de nos enfants. Il s'agit de la vie de tout petits qui partent, où il n'y a pas de structure aménagée, où il n'y a pas un personnel pouvant assister ou pouvant porter assistance aux enfants en cas de difficulté respiratoire. Il n'y a pas d'infirmerie. Donc nous ne pouvons pas livrer nos enfants comme ça au gouffre. Non, nous disons non. Nous dirons toujours non parce qu'il s'agit de nos. Et seuls à connaître les difficultés de santé que nos enfants ont. Qui plus est, il était convenu en cas de difficulté de santé, asthme, etc., à l'appui d'un certificat médical, l'enfant pouvait être exempt du port de masque. Aujourd'hui, la rectrice a sorti il y a de cela 3-4 jours, je crois, un communiqué pour dire que seuls les enfants en situation de handicap feront l'objet d'un certificat de santé. Je crois que là, non, ça va trop loin. On est en train d'assister à un génocide. Et nous, le peuple humain, nous ne pouvons pas accepter que nos enfants soient comme ça. Merci à vous, Linda Kayersi. Merci. D'allumettes. Voilà, les enfants partent en fumée. On dit non, stop. Très bien. Je vous remercie, Madame Mercedes Platon. Je rappelle que vous êtes l'un des porte-parole du collectif Timoun, Lionnage pour Timoun Guadeloupe. Je vous remercie beaucoup. Et puis, pour rappel, donc, les parents continuent à se mobiliser contre ce port du masque obligatoire à l'école. Merci à vous, Linda Kayersi. On est quand même obligé de préciser qu'il y a peut-être eu des malaises d'élèves, mais pas de cas de décès sur le territoire guadeloupéen à cause du port du masque, comme on aurait pu le comprendre à travers des propos de votre intervenante. Nous allons libérer Rachel Lolia, qui est venue nous parler de type au pays. Ça tombe bien parce que je commence à avoir faim. Rachel Lolia, la prochaine étape pour vous, mis à part cette campagne de financement participatif, la prochaine marche? La mise en place de l'unité de production d'aliments infantiles. Très bien. À base de produits locaux. À quelle échéance? Alors, on aimerait, en fonction de l'avancée de la partie financière, pouvoir lancer une production pour cet été. Les collectivités jouent le jeu, vous êtes soutenus? Ils ont nos contacts, ils n'ont qu'à prendre contact avec nous. Non. Ah non. C'est la nouvelle génération, on dira ça comme ça. Ben oui, mais il faut que vous soyez soutenus. Vous avez présenté des dossiers c'est en cours, en cours. Donc, ceux qui souhaitent prendre le train en marche sont vivement invités. Sinon, le train ira quand même. Très bien, ça c'est bien, la détermination. Bravo à vous et bonne continuation. Merci d'être venu sur le plateau d'Éclair FM TV dans cette émission Midi Pile et donner de vos nouvelles et de l'état d'avancement de votre beau projet. Un autre beau projet, honneur toujours aux dames. Corinne Thimaudan Nabal, qui est venue à notre invitation nous parler de Gloas en V. Oui. Plus de 10 ans
plus de 10 Un ans. beau projet, pas seulement les chaussures, mais toute une filière derrière. Toute la structuration, en fait, c'est une idée qui a permis de visualiser la structuration de toute une filière autour d'une unité de production de cuir. Donc ensuite, on déroule cette idée en termes organisationnels et on se rend compte que le marché, en fait, n'est pas encore prêt à accueillir, à absorber l'ensemble de la matière qu'on peut créer. Et que ce serait bien que cette matière qu'on serait capable de créer soit directement mise à profit dans des ateliers de production, que ce soit de la maroquinerie, de la chaussure, de l'ameublement, de l'artisanat d'art, en fait, que ça serve à plusieurs métiers sur le territoire. Donc, j'ai travaillé cela pendant presque 5 ans, en lien avec le Centre technique du cuir français. Et ensuite, vu les difficultés à mettre en place les ateliers collaboratifs et à fédérer les acteurs et à lever les fonds, parce que ça coûte quand même beaucoup d'argent, je me suis plutôt attelée à développer la marque et à construire une clientèle et à prouver qu'en termes de volume, qu'au fur et à mesure que je pouvais, avec d'autres, être en capacité de monter les ateliers en Guadeloupe. On voit d'ailleurs les beaux modèles donc à l'écran. Vous ne pouvez pas les voir si vous nous écoutez sur Éclair FM. En tout cas, on les voit sur... Oui, je suis très fière parce qu'en fait, quand on crée des produits... Enfin, moi, je voulais créer une référence. Et en fait, j'ai fait une déclinaison du talon... à partir de madras de chez nous, et j'ai travaillé un modèle à partir de la tige de balisier. Donc mes collections sont pas grandes, je fais pas beaucoup de produits, mais en termes de versions, je propose des versions différentes qui peuvent plaire à une clientèle ici, mais aussi ailleurs. Oui, Gloa Sanvé a trouvé sa clientèle, pas seulement en Guadeloupe. Oui, la marque a trouvé sa clientèle en Martinique, en Guyane, à Trinidad. Nous avons pu toucher Miami, mais il faut vraiment que nous soyons beaucoup plus structurés en termes de réponse, d'export, pour pouvoir avancer sur notre proposition. Mais oui, on a séduit du monde, contre toute attente, parce qu'on ne vous attend pas là en particulier, mais on a trouvé des gens qui ont adhéré, en tout cas, au concept et qui ont acheté les produits. Et donc, cette filière, où en est-elle ? Structuration financière de l'entreprise d'abord, parce que c'est un grand choc, et puis 2020 n'a pas été facile. Ça n'a pas été simple, oui. Je suis encore dans des négociations avec mes partenaires tels que la région ou le FIRJ. Donc c'est en bonne voie. C'est en bonne voie de se régler. Voilà. Et donc ce cuir, il est produit ici ? Non, pas encore. C'est-à-dire que les études... on fait partir des échantillons, parce qu'il faut bien comprendre que la ligne sur laquelle j'étais, ça s'appelait agrotransfert. Donc c'était toute une organisation à mettre en place avant de transférer, c'est assez simple, avant de transférer ces différentes activités, ces différents process en Guadeloupe. Donc on a d'abord travaillé sur des échantillons, on a d'abord travaillé sur la réalisation de produits à partir de nos cuirs pour voir leur faisabilité, comment on pouvait les travailler, quel type de procédés qu'on pouvait utiliser en Guadeloupe pour faire attention à notre environnement. Donc on a vraiment travaillé un projet en prenant en compte non seulement en cherchant à sortir la qualité des cuirs, on a catégorisé. Pour moi, c'était pas possible de pouvoir travailler ces cuirs-là sans tenir compte de l'environnement. Donc on a sorti aussi un cahier des charges qui nous permettent de tanner, de corailler, de finir les cuirs de manière éco-responsable et même d'atteindre des niveaux de performance identiques à ce qu'on fait aujourd'hui dans de petites tanneries super performantes en France. Donc l'idée, c'était ça. On a d'abord travaillé, on a d'abord cherché à approfondir notre connaissance de notre matière brute, à travailler ensuite avec cette matière brute transformée pour en faire des choses, et ensuite de voir si ces choses pouvaient plaire à des gens,
Donc, construire un marché qui pouvait nous permettre de dire à terme, voilà, nous sommes en capacité de sortir tel chiffre d'affaires. Ça correspond à tant de métiers au démarrage sur la filière. Ça correspond, on peut tendre vers un chiffre d'affaires qui serait celui-là. Enfin, c'est un projet qui... comment je peux dire ça? Rachel a pris le mot. C'est un projet à tiroir. Ouais. Donc, on est arrivé à une étape, au bout de 12 ans, oui, d'accord, les cuirs, ils existent, on peut en sortir un volume. Ce volume, qu'est-ce qu'on peut en faire? Bon, on peut le dispatcher dans différents métiers. Ça concerne quel type de métier? Des métiers qui existaient avant, comme des bottiers, comme des selliers, qu'on peut réintroduire, parce qu'il y a autour de ça des développements connexes qu'on peut faire avec le développement de l'équitation, donc les sports équestres. Il y a, ça rejaillit et ça se diffuse. Ça ne concerne pas que les cuirs, que la mode, que la maroquinerie, etc. Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc ensuite, il faut organiser tous ces acteurs qui pourraient venir sur la filière et consolider tous ces métiers ou ces possibilités d'emploi que la filière propose. Ça a été ça mon travail. Et donc, il s'agit de continuer? Il s'agit de continuer, il s'agit encore de convaincre, il s'agit d'être, comment je vais dire ça, cohérent sur notre proposition, parce que ce qui fait la force aussi aujourd'hui d'une filière comme celle-là, c'est qu'une fois qu'on a sorti les matières, elles sont endogènes, on a une possibilité de traçabilité et on peut offrir autre chose aux gens que du made in ailleurs. Donc vraiment territorialiser aussi les revenus des marques, les revenus des brevets, etc., etc. Ouais, et il faut surtout y croire. Oui, mais vous savez, quand vous vous levez le matin, aujourd'hui, je ne sais pas si je vais avoir des clients. Donc, quand un client vous appelle ou quand un client arrive et vous dit je suis venu prendre telle chose ou qu'il identifie vraiment le produit, c'est-à-dire que j'ai des clientes qui m'appellent, qui me disent je veux ma Begin. Est-ce que vous avez ma paire de Begin? Donc, elle sait très bien à quoi ça correspond. Ou je veux mon carré de soie ou les laisse-pois. Donc, quand les gens arrivent à vous identifier comme ça et que le matin, vous ne savez pas trop ce que vous allez faire et que vous tombez sur une cliente qui vous met du baume au cœur, bon, on se dit, on y va encore, on va se coucher et puis demain, on verra. Aujourd'hui, je suis convaincue, en tout cas ceux qui ont travaillé et qui travaillent sur ce projet, que le produit est de qualité, qu'il plaît, qu'il a un cahier des charges, que ce cahier des charges, je peux le travailler ici comme demain le travailler ailleurs. Donc, on a fait du bon boulot, je pense. Hein. Oui, bah oui. Oui, je pense qu'on a fait du bon boulot. Parfois, c'est difficile de revenir sur des années de travaux où on a déjà expliqué, rabâché, dit en quoi les industries créatives étaient pertinentes pour accompagner les autres activités qui existent en Guadeloupe. Et que des fois, c'est le chaînon manquant. Mais comme les gens, des fois, ils pensent que quand on parle d'industrie créative, c'est Mounka sauté maté, c'est le plaisir, c'est chanter, c'est au-delà de ça, les industries créatives. C'est vraiment, quand vous mettez du sel dans un repas, vous mettez des condiments, vous mettez un rouge à lèvres sur vos lèvres, vous choisissez votre cravate. C'est le petit plus qui donne un souffle à autre chose et qui permet de continuer. Ouais, quand vous êtes triste et que vous avez des choses importantes à faire, ben, les industries créatives, c'est le petit... ça va vous donner un petit boost pour aller encore plus loin et y croire encore. Et c'est nécessaire de le concrétiser à travers nos productions, qu'elles soient d'ordre immatériel, qu'elles soient dans la matière avec de la maroquinerie, de la chaussure. Ça peut être aussi tous les métiers autour du recouvrement. Donc, ça va vraiment très, très loin. Et en termes de design et de finition de cuir, puisqu'il faut bien comprendre comment se compose la chose. Vous avez la tannerie, l'atelier de couraillage de finition, mais tous les designers qui interviennent aussi sur la finition des cuirs. On peut encore créer de la valeur ajoutée puisque notre cuir, la fleur, n'est pas parfaite.
Donc, le travail des designers... Donc ça encore, c'est un métier. C'est encore un métier. Le travail des designers, le travail des ingénieurs, le travail des laboratoires pour arriver à sortir des procédés qui nous permettent d'avoir un cuir propre, 100% éco-responsable, un cuir végétal par moment, à utiliser les choses de façon cohérente et à avoir des finitions par exemple, moi, j'avais souvent pensé à une finition, le rouge Saint-Cily, que j'aime beaucoup, parce que je connais l'œuvre de Richard Victor Saint-Cily. Et j'avais travaillé un moment avec le centre technique sur un cahier de tendance de couleurs. Et on avait identifié son rouge. Donc, pour pouvoir teindre et finir les cuirs, les gens ne s'imaginent pas à quel point on peut aller très loin dans cette proposition de microfilière, sincèrement. Nankin qui travaille, qui fait ses dessins sur cuir, on peut les transposer en termes de finition aussi et apporter un revenu complémentaire à nos artistes. C'est vraiment intéressant. Moi, vous me redonnez, ça me passionne. C'est comme ça. La passion a été transmise. Mais j'espère. Vraiment, on vous dit un grand bravo. Parce les gens n'avaient pas vu tout ça, ou n'avaient pas compris tout ce qu'on pouvait en faire. Mais on peut se distinguer et chaque artiste peut aussi s'exprimer au fur et à mesure, enfin sur toute la chaîne d'activités qu'on peut mettre en place sur cette filière. Corinne Thimodin-Nabal, merci d'être venue jusqu'à nous. Et la force, vous continuez. Hein? Oui, je continue. Je vais continuer. Parfait, merci encore. Merci à vous. Gloa Sanvé, donc cette marque 100% guadeloupéenne. 100% guadeloupéenne. Parfait. Merci. Nous continuons et nous accueillons Laurie Roger, qui est venue jusqu'à nous. Nous allons parler avec vous d'ici quelques instants de gospel. Donc en ces temps de carême, de grande spiritualité, donc le gospel a une part importante dans la spiritualité, l'expression spirituelle de beaucoup de Guadeloupéens. Donc nous aurons l'occasion d'en parler avec vous d'ici quelques instants. On va libérer Pierre-Yves Chicot. Un dernier mot, Pierre-Yves Chicot. Donc ces négociations, donc pour revenir aux communes qui vont continuer demain. 18 points quand même sur la plateforme. Je crains qu'on soit parti pour un petit moment. Mais ce qu'il faut espérer et souhaiter fortement, c'est que la mesure et la sagesse l'emportent pour qu'il n'y ait pas d'interruption des activités cardinales dans notre pays dans les prochains jours. Alors on le voit déjà pour les écoles, par rapport à ce conflit des communes. 3 semaines, c'est beaucoup. Et aussi au niveau de la salubrité. Oui, oui. Les ordures qui s'entassent et qui font peser un risque sanitaire grave sur le pays de Guadeloupe. Bien, croisons les doigts pour que les choses avancent rapidement. Merci pour vos éclairages, maître Pierre-Yves Chicot. Merci à vous. Nous avons Alix Bicep qui est là, notre cher Alix du vendredi. Bonjour de Smart Digit pour les indices de la toile. Alix, c'est à vous. Vous êtes le bienvenu et vous allez nous dire ce que la toile a exprimé, a montré durant les jours écoulés. Bonjour à tous. Comme d'habitude, nous avons pris le temps cette semaine d'analyser les différentes remontées d'informations, en tout cas les différentes tendances sur la toile, et plus que jamais la thématique sociale sur le haut du pavé. On constate cette semaine que, contrairement aux autres périodes où on a plutôt un conflit qui se met en exergue, cette semaine on observe que la toile reflète bien la situation sociale, avec d'un côté les conflits privés type les sablières, type les NAO également au niveau des stations-service qui ont quand même pas mal fait parler cette semaine également. Et également les conflits autour des collectivités avec, on le voit sur les concepts clés cette semaine, des mots-clés tels que maire de Guadeloupe, collectivité, public ou encore les sablières Guadeloupe, les sablières Gourbert, qui sont parmi les principaux mots-clés qui remontent sur la toile et des médias web dans la semaine. Oui, donc c'était les grandes tendances en fait. On voit les grandes tendances clairement autour de la thématique. Après, en creusant un peu sur la suite qui touche un peu le volume d'audience, le volume d'audience généré par ces thématiques, on se rend compte d'un gros boost sur la journée du 9. Et là, au final, tout va dépendre des différentes annonces faites par les médias. Ce gros boost du 9 est composé par 2 grosses informations.
La prise de parole de M. Pravaz sur France Antilles, où cette publication a pu toucher plus de 200 000 personnes, 204 000 personnes précisément, rien que sur la journée du 9. Et une autre information tout aussi prégnante pour les Guadeloupéens, qui est le début des discussions autour des professionnels des services, des stations-service, avec l'annonce des négociations annuelles qui étaient en cours, où là également on voit sur le site de Guadeloupe Première quasiment 76 000 personnes touchées par cette publication, rien que sur la journée du 9. Donc les annonces sont suivies d'intérêt des Guadeloupéens, on le voit directement. Oui, il y a cette interaction entre médias traditionnels et réseaux sociaux, hein, ça c'est de plus en plus prégnant. Mais clairement. C'est soit l'un qui tire l'autre ou inversement. Mais on le voit sur l'avant-dernière slide, où un peu la slide habituelle où je mets en exergue les plateformes qui génèrent le plus gros de l'audience. On revient sur l'exemple de YouTube, de Facebook, qui a généré un peu plus de 280 000 personnes touchées, mais le gros de cette audience a été généré par la publication de France Antilles sur Facebook. Donc en gros, les médias traditionnels créent le contenu, et c'est grâce aux réseaux sociaux derrière qu'on va être en capacité à toucher et à faire savoir auprès du grand public sur X ou Y information. Et là, on le voit, on a creusé un peu plus en mettant en exergue les influenceurs. Les influenceurs vont être des personnes physiques ou morales qui vont publier des choses sur le web et qui vont toucher un nombre important de personnes. Et on se rend compte là que le top 3 est encore trusté par la page Facebook de France Antilles, par la publication, encore une fois, de la prise de parole de M. Pravaz. Et le deuxième influenceur est Guadeloupe Première. Et là, c'est l'information sur les NAO qui les positionne cette semaine en tant qu'influenceurs. Très bien. La tonalité générale? Globalement, sur le social? Sur le social, la tonalité, elle est principalement négative. Je reviens pas sur le sujet cette semaine parce que, clairement, chaque semaine, on entre dans cette même dynamique. La tonalité reste négative. Et certaines questions, encore une fois, j'ai vu une publication d'un internaute qui demandait si toutes les années, on allait se retrouver dans ce même cycle, en fait, avec des blocages permanents qui est sur le territoire à cause des grèves et autres. Merci. Merci à l'ensemble de nos amis techniciens qu'on ne voit pas, mais qui sont d'une grande efficacité. Merci à Mario Moradel qui était donc aux manettes pour la réalisation technique en radio de ce Midi Pile. Cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne fin de journée sur Éclair FM TV.